Pourquoi ça s'appelle le 1000 vaches? Il n'y a pas de vaches? Non, il y a pas... Enfin si, il y en a quelques-unes, Oui, mais ça enfin, n'a rien à voir. C'est pas le hasard, c'est le Je hasard. te l'accorde. Non, c'est 1000 vaques, 1000 sources. Ah, vac. Tout En à fait. occitan, pour source, 1000 Exactement, sources. les bacs. C'est pour ça qu'il y a autant d'eau, de lacs, de retenues. De Exactement. Pour te faire un petit résumé, le Limousin, notamment le parc naturel, ça regroupe pratiquement tous les départs de rivières importantes. La Vézère, la Vienne, la Maule, le Torion, la Dordogne, tous ces coins-là prennent leur source C'est ici. une source sur le plateau. Tout à oui. fait. Oui. Et un petit ordre d'idée, on a à peu près 11 000 km de rivières classées première catégorie. Donc ça, c'est des rivières que pour la truite. Et après, on a énormément d'étendues de lacs, Antoine de qui classe les barrages, rivières en catégorie parce que lui pense poisson. poissons, truites. Qu'est-ce qu'on pêche ici à part la truite? Ben, sur les lacs, on peut pêcher le brochet, le sandre, la perche, le black Oui. bass. Oui. Voilà. Et ici, dans ces cours d'eau, la truite, truite sauvage encore Oui, la truite beaucoup. sauvage, fario. Oui. Ah oui, oui, oui. On en trouve encore pas mal? Ben, tu le vois bien, regarde le milieu. Non, non, j'ai pas vu. Moi, pour le moment, je vois le vert, mais je vois pas la truite. Hein, je suis désolé. Ça fait quand même 3 heures qu'on est là au bord. Ça a pas mordu. Hein. C'est de ta faute, tu fais trop de bruit. Bon, je me tais, d'accord. Je me tais, je dis plus rien. Allez, vas-y, pêche. On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue dans Terre de France. On va jouer à une devinette, si vous le voulez bien. On est en Île-de-France. Je suis accompagné d'un monsieur qu'on connaît, mais je ne vais pas vous dire ni son nom, ni qui il est précisément. Petite devinette. C'est un lieu très très connu, visité par des touristes du monde entier. C'est peut-être le plus connu au monde avec la Tour Eiffel. Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment, hein. Alors, ça me demande une petite explication. Je vous présente Alain Baraton, qui est, comment on dit, jardinier en chef, chef jardinier, chef des jardins. Jardinier en chef, Jardinier en chef. c'était le titre de Le Nôtre. Alors, ben voilà, vous savez tout maintenant, on est au château de Versailles. Et oui, on est au château de Versailles. Alors, ce n'est pas tout à fait la vision qu'on en a quand on est un touriste, qu'on arrive de Tokyo et qu'on vient faire la queue pour entrer au château. Mais ici, on est dans des coins des endroits très particuliers que seul Alain Baraton peut nous faire découvrir. Oui, l'endroit est fermé, effectivement. Et l'endroit est fermé au public. Et c'est ce Terre de France qu'on va vous proposer aujourd'hui. Alain, qu'est-ce que c'est ce bâtiment avec un toit en chaume? Ce bâtiment, il y en avait 13 du temps de Louis XIV, il n'en reste plus que 2. Eh bien, c'est une glacière, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'une glacière? C'est un gigantesque on met puits. la glace. Oui, tout à fait. Oui, Oui, mais qui permet surtout de la garder, et de la garder pendant 3 ans. Ce qui fait que Louis XIV, même après 3 mois de canicule, même sous un mois Vous d'août, pouvez mettre de la glace dans son pastis. il pouvait se mettre de la glace dans ses rafraîchissements, se mettre un pochon de glace sur la tête s'il Non. souffrait d'un mal au crâne. Non. Et surtout, on était capable, même au mois d'août, même après un mois d'une chaleur épouvantable, de déguster à la cour de France des sorbets glacés. On va en voir un autre là, de plus près. Le luxe, et c'était tellement Mais- luxueux d'ailleurs, que c'est la raison pour laquelle l'endroit ne se visite pas, car il est clos de murs. On se méfiait autrefois des malfrats qui risquaient de venir la voler. Oui, mais comment ça fonctionne? Parce que c'est le réfrigérateur de l'époque, mais pour avoir une température à moins de 0 en plein été, comment ça marche? Alors la première règle déjà, c'est de ramasser la glace en hiver, gros travail. Et on allait dans tous les étangs de la région, tout simplement la découper sur les étangs. Ah oui, finalement, on ne pouvait Sur pas la les étangs. fabriquer, Eh donc non. il fallait la récupérer en hiver. Quand il gèle. Alors, Ah quand oui. je lis, par exemple, dans certaines revues dites spécialisées, on envoyait des équipages en Norvège récupérer de la glace quand il en manquait, faux. Tous les hivers du roi Louis XIV étaient glaciaux, tous sans exception.
Donc c'était les jardiniers et les ouvriers qui collectaient. Alors comment fonctionne cette glacière? C'est simple, mais il fallait y penser. Un gigantesque puits. On met la glace que l'on pile pour éviter qu'il y ait de l'air entre la glace et justement et qu'il y ait de l'air pour ne pas que ça fonde. Oui. Parce que l'air fait fondre la glace. Oui. Puis on met une couche de glaise et une couche de paille. Puis on remet de la glace. Glaise, paille. Et celle du fond tient jusqu'à l'hiver suivant. Jusqu'au fond. On entoure le tout d'un bâtiment avec des murs très épais. Les accès sont orientés plein nord, bien évidemment. On plante tout autour des arbres pour faire de l'ombre. Et puis quand la glacière est remplie, et on ne la remplit que les jours les plus froids en hiver, bien sûr, on colmate l'entrée qui est ici par des madriers, paille, glaise, et on n'y touche plus. Et surtout, et c'est important, la glacière est toujours sur le point le plus haut de la propriété, car même froide, l'eau fait fondre la glace. Il y a donc au fond un puisard pour que l'eau qui est obtenue par la fonte de la glace puisse s'évacuer. C'était sacrément ingénieux. Tout à fait. 3 ans, ça dure. Et c'est une invention romaine. Les Romains avaient mis en place ce système-là. Et donc pendant 3 ans, on peut garder la glace. Mais c'est assez fou de savoir que Louis XIV pouvait effectivement, au mois d'août, le 15 août, Avoir de la glace. il voulait séduire une marquise, hop, petit sorbet à la framboise, eh bien c'était possible. Alors tous ceux qui ont fait comme nous du camping savent la difficulté de manger frais Oui. en été, eh bien... Eux savaient le faire. Oui. Alain, est-ce qu'il y a beaucoup de petits secrets comme ça du château de Versailles, d'endroits inaccessibles? Il y en a beaucoup ici? Il y a quantité d'endroits parce qu'on a, en France, je crois que le français est royaliste. Quand on est petit, on nous raconte l'histoire de la princesse, du prince charmant, on finit par y croire. Et quand Oui. on vient à Versailles, que veut-on voir? On veut voir du roi. On veut voir du Louis XIV, du Louis XV ou du Louis XVI. Et on ne fréquente que les grandes allées avec des statues très riches, avec des fontaines. Les grands bassins, Voilà. La galerie des glaces, etc. Tout à fait. Et on oublie quantité d'endroits qui sont à mes yeux merveilleux. Vous allez voir qu'il y a au cœur même de Versailles un potager totalement inconnu, avec un bâtiment sublime. On est dans l'histoire de France, là où poussent aujourd'hui des salades, le grand Linné, comment dire, et surtout le grand Jussieu, celui qui a donné Oui. son nom à l'université, venait ici de temps en temps. Alors, on y va, Alain, mais est-ce qu'il est vrai que vous habitez dans le château? C'est vrai. Alors, Vous êtes le seul? Non, on est un certain nombre de familles que pour intervenir le week-end si nécessaire ou la nuit. Nous avons aussi un lieu de production florale. Je peux aussi vous montrer, Ah oui. bien sûr, la production florale. Ah oui. D'où viennent les plantes des massifs, nous les produisons nous-mêmes. Donc on se doit d'être présent pour intervenir. C'est un avantage aussi gigantesque. Alors, quand je suis d'humeur taquine, je dis que je suis heureux d'habiter ici, car l'idée de vivre avec le peuple m'insupporte. Alors, je dis ça avec beaucoup d'humour, bien évidemment. On a des contraintes en habitant ici, le nombre d'interventions, mais un plaisir absolument inouï. Vous imaginez à la poste, monsieur Alain Baraton, château de Versailles. C'est chic, non? Et il arrive même, et je jure que c'est vrai, j'ai gardé les enveloppes, que des gens de l'étranger m'écrivent Alain Baraton, France, et ça arrive. C'est génial. Voilà. Ah, la porte est lourde. Après vous, Merci. on donne un tour de clé. On avait commandé du beau temps, mais il n'est pas encore là. Il fait toujours beau à Versailles. C'est une règle. Et comment ils faisaient pour fondir, apporter la glace au roi? Alors il y avait des gamins, leur mission était de courir. C'est-à-dire qu'en fait, quand le roi a besoin de la glace, on envoie des petits. Et pas qu'elle fonde en route. Ah oui, il faut quand même se dépêcher, donc il y a que les jeunes capables d'y aller très rapidement. On le faisait aussi pour le potager. Quand le chef a besoin de fines herbes, on envoie des gamins pour éviter justement qu'il y ait trop de nourriture préparée à l'avance et qu'il y ait du gâchis. Et les gamins, professionnellement passant leur journée à courir, étaient donc appelés, professionnellement, c'est un titre, hein, galopins. Ah, ça vient de là. Voilà d'où vient l'expression, enfin le mot galopin. Et qui est devenu un petit galopin. Petit Oui, galopin. d'accord, ok. Nous avons, nous aussi, je crois et j'espère, été des galopins. Oui, un peu. Oui, Vous plus que moi, peut-être. oui, c'est ça. Alors là, on entre dans le potager, mais c'est pas du tout le potager du roi. Là. Alors- C'est le potager du roi Baraton. Non, pas vraiment. C'est le potager donc, du domaine de Marie-Antoinette. C'est un potager qui a été recréé
là où il y en avait un autrefois, ou plutôt où il y avait une collection de plantes. Jussieu, le grand botaniste, venait ici cultiver par exemple les fraisiers, et on a remis en place un potager pour montrer que nous étions capables de produire quantité de légumes sans mettre une goutte de produits chimiques. Ici, il n'y a pas une goutte de produits chimiques, pas une. Et pour le De toute prouver, façon, j'imagine que ce ne serait pas autorisé. ça le serait, si je crois, parce que nous sommes domaine national, donc on pourrait obtenir quelques dérogations, on se refuse. Et nous fournissons maintenant à l'un des plus brillants restaurateurs en France, que dis-je, du monde, le produit de nos récoltes. Et juste un petit clin d'œil au sens, j'allais dire émotion, à droite un cèdre. Ce cèdre a été planté sitôt après la tempête de 1999. Et oui. L'histoire, je crois, elle mérite d'être racontée parce qu'elle est belle, mais elle est triste. Il y a, le jour de la tempête, un gamin qui est sur son lit d'hôpital. Et ce gamin est très fatigué et surtout, il est très souffrant. Et il sait qu'il va mourir. Et il demande à ses parents, en hommage à sa mémoire, que quand il part, eh bien, on plante à Versailles un arbre. Et c'est cet arbre? Il s'appelait Cédric. Nous avons planté un arbre, un cèdre, en hommage à ce petit gamin qui voulait déjà, sur son lit d'hôpital, rendre hommage à Versailles. Voilà. C'est pour ça que je tiens beaucoup aux arbres, parce que derrière chaque arbre, il y a souvent une histoire, il y a un nom, il y a un souvenir. Les arbres ne sont pas que des morceaux de bois, ce sont des êtres vivants qui ont une histoire. Il y a même des canards? Ah, auxiliaire de culture. Ce canard, ils sont deux, il y a un couple. Ils ont pris position dans ce potager. Ils vont jusqu'à rentrer dans les serres. Et ils grignotent les chenilles, les limaces, les escargots. Ils font le nettoyage, ils font le nettoyage. Oui, mais ils sont étonnants. Ils sont vraiment chez eux. Et on le voit. Là, il est très heureux. Je ne sais pas où est son épouse, parce qu'elle est toujours en couple. Mais je trouve ça absolument étonnant. Madame est partie faire du shopping, sans doute. Peut-être est-elle même en train de couver des œufs. Allez savoir. Donc je vais vous le présenter. Il a pas de... Ah, la dame est ici. Voilà. Et c'est assez étonnant parce que c'est un couple délicieux. Ils n'ont pas l'habitude de voir autant de monde. Mais ils ne s'enfuient pas. Ils sont très contents. Ils ont un nom? Non, on les appelle les canards, nous. Alors, ça permet de, finalement, c'est ce qui remplace les engrais, etc., quoi, tous les produits chimiques. Insecticides, on ne peut plus bio. Oui. Voilà, mais c'est drôle, c'est amusant. Et à deux, ils arrivent à nettoyer le jardin, le potager. Passe ses journées à boulotter. C'est assez étonnant, mais ce qui est amusant, c'est qu'ils vont dans les serres se mettre à l'abri de la pluie, comme étonnant pour des canards. Mais voilà, ils sont là du matin au soir. On les regarde, et on aime les avoir avec nous. C'est la preuve qu'on peut faire des légumes sans rien ajouter. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est merveilleux. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve tout apparemment. Hein. On trouve vraiment de tout. Il y a la salade là-bas. On trouve de la salade, du céleri, des choux-fleurs, des choux, des petits pois qui nous créent beaucoup de soucis parce que s'il y a des canards, il y a aussi des pigeons. Et le pigeon adore le petit pois, ce n'est pas une légende. C'est pour ça qu'il y a les filets? Voilà, tout à fait. On trouve également des framboises, on trouve des fraises, on trouve des fèves, on trouve des radis. Alors d'où est venue l'idée, puisque ce n'était pas un potager? Moi je l'ai connu, ce n'était pas un potager. C'était de grandes pelouses. L'idée, c'est tout simplement que le métier de jardinier maraîcher est souvent déconsidéré. Pour beaucoup, l'homme ou la femme qui cultive des pommes de terre, c'est le cutéreux. Ouais. Il n'y a pas plus difficile dans le monde du jardin que de produire des légumes. Quand on a un jardin d'agrément, il suffit tout simplement d'avoir une belle pelouse, des massifs de fleurs, puis on laisse passer la saison. Le potager, il faut travailler la terre, semer, récolter. C'est beaucoup plus de travail et j'aimerais justement que l'on reconsidère le monde du potager aujourd'hui. Et donc l'idée finalement d'associer un grand chef à ce potager, c'était pour pouvoir écouler cette production. Ah non, c'est pas du tout. L'idée, c'est de montrer qu'un chef, donc Alain Ducasse, qui est très à cheval sur la qualité de la nourriture, nous sommes capables de fournir sans aucun produit. J'ai également voulu rappeler avec un petit peu d'humour que sans le jardinier, le cuisinier n'existerait pas vraiment. Certes. Et l'idée de faire ce qu'on appelle un échange d'excellence. Versailles a un retentissement à travers le monde entier. Et l'idée d'associer la haute gastronomie et le jardin, eh bien j'espère qu'on va ainsi remonter vers le haut, j'allais dire l'image que l'on a du jardinier. Et à propos du jardinier, j'aurais aimé, si vous le permettez, en présenter un, Mehdi. Alors, il s'appelle Mehdi Redjil.
Venez, Mehdi. Garçon comment dire, au caractère trempé, mais sympathique et surtout très doué. Et c'est lui qui est en charge, qui est responsable Bonjour de, Mehdi. de ce potager. Enchanté. Voilà, ça va? Ça va bien? Et c'est Mehdi qui vraiment orchestre l'ensemble des opérations. Mehdi, c'est un privilège de jardinier à Versailles quand même. Plus qu'un privilège, c'est un honneur. Oui, parce qu'il y a une lignée de jardiniers à Versailles quand même qui est impressionnante. Je crois que Mehdi fait partie de ceux qui font justement honneur à Versailles. Mais imaginez que d'ailleurs, ce garçon d'apparence tout à fait normale, je dirais, cet homme ne C'est jure ça ce qu'il plus. va dire. Non, cet homme, Écoute bien. cet homme passe maintenant ses journées dans les cuisines des très grands restaurants. Quand il nous parle maintenant de gastronomie, il ne parle plus qu'en étoiles et au minimum 3 étoiles. Et c'est un homme qui aujourd'hui discute, j'allais dire de direct à direct, avec les plus grands chefs de la planète. Et je trouve ça extrêmement positif parce que Mehdi fait partie de ceux qui va justement rendre vraiment ses lettres de noblesse au jardinier maraîcher qui a trop longtemps été décrié. Mehdi fait partie de cette nouvelle génération de jardiniers que l'on a intérêt à suivre. Dans 20 ans, nous en parlerons. On a tout enregistré, on va l'écrire et puis on vous donnera le script CV, de tout ce qu'il a dit pour le CV. Par contre, vu qu'on est entre nous, il y a qu'une chose qui ne me plaît pas Il beaucoup. n'y a personne d'autre. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Quand je suis arrivé à Versailles, j'étais jeune. Et je regardais mon patron à l'époque avec un regard qui voulait dire « Vivement que tu t'en ailles, que je prenne ta place ». Je trouve que Mehdi, de temps en temps, me regarde exactement comme moi-même. Non, justement, vous Je restez là pour l'instant. Non, mais je plaisante. Et donc, dis donc, on en Bon, reparlera. Alain, ça vient, oui. Et là, alors là, on est dans un potager, mais je voudrais vous montrer un endroit qui est Oui. tout bête. C'est un petit triangle composé de murs, et au milieu de ce triangle, il y a un laurier. Le vrai laurier, le laurier du Caucase, celui que l'on connaît tous pour les haies. Je n'ai jamais vu un laurier d'une telle dimension. Je ne sais pas pourquoi il a été planté C'est là. Mehdi, parce que c'est Mehdi qui s'en occupe. Oui, mais enfin, qui prend la suite. Oui, oui, Mais oui. Mais pour l'instant, il est laissé. Voilà. Enfin, on s'en occupe pas trop, il est vraiment dans son enclos. Il est où Mehdi? On Eh peut ben, le voir? On y va? Ouais, il est au Allez, verger. on y va, on y va. Alors c'est là, derrière ce petit mur? Caché. Ah oui, bien caché. Oh là 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 là. Regardez-moi ce pied de laurier. Ah, C'est ça c'est un laurier. un laurier, le vrai laurier du Caucase. Pourquoi il est comme ça? Il se sent bien? À mon avis, c'est qu'il a été planté il y a très longtemps déjà. Oui, combien de temps? Là, Difficile on va à demander dire, Monsieur hein. Baraton, peut-être qu'il- Monsieur Baraton, est-ce que vous savez depuis combien de temps il a? Quel âge il a? Eh bien écoutez, moi je dirais qu'il est là depuis plusieurs siècles. Je vais vous expliquer le pourquoi, si vous voulez bien l'approcher. Alors moi je pense que cet arbre date de la fin du siècle de Louis XIV, parce que l'enclos de la pépinière dans laquelle on se trouve, l'enclos du potager, date de Louis XV. Alors deux cas de figure, soit ce petit décrochement a été volontaire au début pour mettre l'arbre de côté et le protéger. protéger de la hache. Et on voit également qu'une très grosse branche a été coupée. Or, cette grosse branche était exactement à l'emplacement du mur. Donc je pense qu'effectivement, cet arbre est très vieux. Toujours est-il que moi-même, Mehdi non plus, je crois, n'avons jamais vu un laurier de cette dimension. Et alors l'avantage, c'est qu'il a appelé à vivre encore très longtemps, parce qu'il n'est pas seulement préservé, il est chouchouté, on le regarde et on lui parle. C'est Il faut important. parler aux arbres, Mehdi. Il faut donner des bonnes ondes Voilà. végétaux. Et C'est vrai? C'est pas prouvé scientifiquement, mais moi j'ai remarqué que quand j'étais de mauvaise humeur, des fois il y a des cultures qui marchaient moins que. Ah, c'est peut-être ça alors que j'ai comme problème, c'est que je parle pas assez à mes arbres. il moi. faut leur parler. Et je vais vous montrer maintenant un deuxième végétal. Je vais vous demander de me l'identifier Oui. et de me donner son âge. Car là, pour une fois, nous connaissons son âge. Il est à 2 pas d'ici. Bon, on y va. Non mais c'est quoi ce piège, Alain Baraton? Alors. Voilà, un arbre qui est un petit peu couché parce qu'il est fatigué. Oui, ça- 2 questions. De quoi s'agit-il et quel est l'âge de cet arbre? Alors, essayons de trouver le nom. Allez, un indice. C'est, de mémoire, le seul nom d'arbre qui soit féminin. Une, donc c'est une. Ah oui, Jusque-là. d'habitude, on dit un chêne, un Oui, frêne. oui, oui. Une, Je crois que c'est le seul une. qui est vraiment un nom féminin. Alors, Il veut pas me dire. c'est joli, hein? Oui, ça sent bon ou pas?
Non, ça sent... ça pas- Ah, un petit peu quand même, mais j'ai aucune idée. C'est donc un pied d'aubépine. Ah, une aubépine. Voilà. Et cet arbre nous a toujours intrigués. Et nous avons, il y a quelques 10 ans, fait faire des tests officiels Oui. par des entreprises spécialisées qui sont venues avec de gros appareils pour dater l'arbre. Cet arbre date de l'époque Louis XV. Ce qui veut dire que cet arbre eh bien, est un arbre qui a atteint allègrement il a plus de 300 ans. Alors on n'y touche pas, on le regarde et on constate Oui. cette année qu'il a superbement fleuri. Vous imaginez un arbre capable de fleurir ainsi depuis 300 ans? 300 ans qu'il est Voilà. là. Et cet arbre a donc été le témoin de Louis XV et peut-être même, allez savoir, des frasques de la Pompadour ou de la du Barry. Si cet arbre pouvait parler, nous rougirions. Ah, c'est impressionnant quand même. Voilà, donc je trouve ça assez extraordinaire. Quels sont les arbres les plus anciens ici dans le parc? L'arbre le plus vieux est un chêne. Oui, Ah. forcément, j'avais envie de dire. Mais Non, pas forcément, mais c'est un chêne qui a été préservé de la grande replantation de 76, 1776, oui. date à laquelle Louis XVI ordonne la replantation générale. Cet arbre est préservé parce qu'il est un petit peu à l'écart des coupes. C'est un chêne, il est près du Grand Trianon et il a germé en 1681. Quand j'ai dit qu'il a germé, c'est pas moi qui un matin me suis dit tiens, il a germé. Oh non, 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 non. Il y a eu des tests scientifiques, ce qui veut dire qu'il est contemporain de la création du château. Il y a des traces écrites montrant que tel arbre a été planté à telle époque, Pour telle certains, date. oui. Pour certains, par exemple, le Sophora qui vit près du Petit Trianon, on sait le nom du navigateur qui l'a ramené d'Asie, on sait le nom du jardinier qui l'a planté, on sait avec, mais je dirais presque au jour Il près, a sa carte d'identité. il a une sorte de carte d'identité. Et puis à l'époque, quand il était témoin, quand on a la chance d'être reçu à la Cour de France, on note tout ce que l'on voit. Donc on sait que tel ou tel marquis a raconté avoir vu tel ou tel arbre. Donc on a des documents très précis. Parfois un petit peu moins. Ici, dans les enclos du potager, moins, parce que l'endroit, comme aujourd'hui d'ailleurs, n'est pas accessible aux visiteurs. C'est l'endroit, ce sont un peu nos cuisines en quelque sorte. Mhm. Donc ce ne sont pas des endroits sous le feu des projecteurs. Mais en général, oui, on sait pratiquement tout sur tout. À la fameuse tempête qui a tout ravagé avant le passage du siècle. Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment vous avez fait pour gérer après tous les dégâts, tout ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, la Parce difficulté, que moi, je me souviens du parc avec tous ces arbres Ben, tombés par terre. C'est l'horreur. juste deux chiffres, 18 500, c'est le nombre exact des arbres cassés, déracinés par la tempête. Et il faudra dans les semaines qui suivent en abattre 30 000 supplémentaires pour commencer les travaux de restauration du domaine. Donc le parc a grandement souffert. Aujourd'hui, toutes les plaies ont été pensées. Le parc, par contre, n'est pas aussi beau qu'il l'était. Soyons honnêtes, il n'est peut-être pas aussi beau, mais il est prometteur. Le parc est jeune. Ben maintenant, il faut revenir dans 30 ou 40 ans pour vraiment qu'il soit... Ben, le prochain Voilà. Terre de France dans 40 ans. Eh ben voilà, eh ben, rendez-vous est pris. On va voir là où vous faites, vous préparez Oui. vos pousses. On va aller voir les Hein, serres. j'ai pas oublié. Hein. Ouais, mais je vois. Merci beaucoup, Mehdi. De rien. Et là, je suis content qu'on passe dans cette allée, Ouais. parce que en 2003, après la canicule et bien après la tempête, le chêne de Marie-Antoinette, qui était le chêne doyen de tous les arbres du parc, est mort. Et on a voulu perpétuer son souvenir, et on a été retourné, on est retourné dans le bosquet, ramasser les glands de ce chêne. Et aucun doute, c'était le seul chêne. On les a mis en culture. Et bien aujourd'hui, nous avons donc des chênes. Ce sont les enfants du chêne de Marie-Antoinette. L'un des pieds va retrouver l'emplacement qu'occupait son parent il y a encore de cela quelques années, voire quelques siècles. Et puis les autres vont être plantés dans le parc. J'aime bien cette idée de continuité. Ouais. De... En fait, on pense que le château, c'est le gardien de l'histoire, mais le jardin tout autant. Peut-être même davantage. Je crois que les grandes histoires de l'histoire de France se sont déroulées dans le jardin. Louis XIV préférait le jardin au château. Il a créé un jardin inouï pour montrer le pouvoir qu'il avait. C'est avec le jardin qu'il a pu asseoir son autorité. Quand à Versailles, un monarque est capable de présenter des alignements taillés au cordeau, une nature qui obéit aux ordres du jardinier, si elle obéit au jardinier, donc à son roi, quand on est simple mortel, il faut peut-être mieux se tenir, j'allais dire, à carreau. Donc le jardin a toujours eu une importance inouïe.
Et on a toujours tendance à croire que le mobilier, les tableaux, les tapisseries l'ont emporté sur le végétal. C'est faux. Je crois que l'importance du végétal dans la transmission de l'histoire à Versailles est plus importante. Encore que le château. Tout à fait. Ça, Alain, c'est un potager particulier? Un peu particulier. J'aime bien l'idée de transmettre le savoir. Et nous avons confié à la Société d'horticulture des Yvelines ce petit lopin de terre pour permettre à des gamins, mais vraiment des gamins, de venir le mercredi et bien cultiver leur propre potager. Donc les radis que l'on voit ou les oignons sont cultivés par des écoliers qui ont quoi, 7, 8 ou 10 ans. Ah oui. Ce sont des papis et des mamies qui viennent les encadrer. Et je trouve assez amusant que des gamins, plus tard, quand ils seront devenus des pères ou des mères de famille, pourront dire qu'ils ont appris à jardiner À Versailles. à Versailles. Eh oui. Voilà. Donc cet endroit prend une allure un petit peu de, j'allais dire, de lieu de fête le mercredi et pendant les vacances scolaires. Et une fois par an, nous organisons une petite fête pour que, j'allais dire, récompenser le plus beau des jardins, mais en fait ils le sont tous. Mais moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de vous faire découvrir dans Terre de France le Versailles que vous ne verrez jamais et dont on ignore l'existence en plus, Alain. C'est vraiment voilà, un jardin pour enfants, éducatif, des serres qu'on va aller voir, tiens, juste derrière nous. Enfin, toutes ces petites histoires, ces anecdotes, les glands qu'on a replantés du chêne de Marie-Antoinette, tout ça, ça n'est jamais raconté dans les livres d'histoire sur Non. Versailles. On est toujours au roi, Louis XVI, hein, Louis XV. Et c'est dommage parce que Louis XIV préférait, par exemple, le Grand Trianon à Versailles, c'est là où il avait établi ses quartiers d'été, c'est l'endroit où il était le plus heureux. Il disait que les jardins de Versailles s'adressent au regard, ceux de Trianon à l'intelligence. Louis XV, c'est encore à Trianon qu'il s'est fait construire le petit Trianon, car il avait besoin d'espace, de liberté. C'est ici, encore à Trianon, que Marie-Antoinette va construire son village. C'est encore et toujours ici que Charles de Gaulle fera les appartements présidentiels. Mais curieusement, l'histoire de France ne retient que le château et les jardins qui l'entourent, alors que le vrai Versailles, celui qui a attiré les plus grands noms de la littérature, de la peinture, Pissarro aimait mettre son chevalet dans ses jardins. J'ai longuement conversé ici avec Kundera, par exemple, Milan Kundera, qui vient régulièrement se promener à Versailles. C'est vraiment le lieu qui attire, parce que c'est un lieu de calme, un lieu de paix. C'est, je dirais, le vrai Versailles, parce qu'ici, il y a de la vie. Il y en a, bien sûr, du côté des statues et des fontaines, mais on est dans le Versailles théâtral. Ici, on est dans l'émotion. Tiens, j'ai trouvé ça, Alain. Ah, C'est qui ça? C'est Alain Baraton. quel bel homme. Oh là là, l'encyclopédie Flammarion du Jardin. Mais il est savant, cet homme-là. Eh ben, je C'est- me suis surtout c'est au entouré. poids, c'est- Il pèse très lourd, il est de qualité, mais je me suis surtout entouré d'auteurs qui, eux, sont vraiment très savants, qui ont chacun une spécialité. Et j'ai bien aimé l'idée de reproduire en permanence ce livre, toutes ces encyclopédies, Le Bon Jardinier, qui autrefois faisait le plaisir de tous ceux qui aimaient cultiver, qui a été créé sous Louis XV d'ailleurs Oui, oui. à l'origine. C'est donc la suite, j'allais dire logique, et améliorée, amendée. Avec une petite parenthèse, c'est que ceux qui adorent les produits chimiques seront déçus. Il n'y a pas un produit chimique dans ce... On les aime plus, les produits chimiques. On ne les aime plus parce qu'ils sont inutiles. Ici, par exemple, nous sommes dans des serres modernes. Car Versailles, c'est Tout aussi... ça, ça va aller dans les parterres? Tout ça, c'est prévu pour aller dans les parterres. Là, on a une technologie qui est vraiment moderne. Mais ici, il n'y a pas une goutte de produit. On fait appel à ce qu'on appelle la lutte intégrée. On met des petites bestioles qui vont venir manger d'autres bestioles. Et on a choisi des petites bestioles voraces qui, quand il n'y a plus d'autres bestioles, se dévorent entre elles. Il n'y a donc même pas de danger j'allais dire, de changer l'auto-élimination. l'environnement. Tout à fait. Et Alain, Versailles, c'est aussi un haut lieu de l'horticulture. Hein. Alors, ça l'est Il y avait des moins. grands noms de l'horticulture. Ah non, oui. plus aujourd'hui, mais Sous Louis dans, XV, dans le passé. Et puis tous même après, jusqu'à la guerre. Tous les grands savants sont venus travailler à Versailles. C'était vraiment le lieu où il fallait absolument rencontrer le roi. C'est ici
où tous les arbres qui étaient introduits des continents lointains étaient présentés à Louis XV avant d'être plantés. On a encore dans le parc des sophoras, des élantes, des chênes qui datent de l'époque des grands navires qui traversaient les océans. Et on continue aujourd'hui encore à garder cette tradition. Par exemple, ici, on a des pélargoniums qui sont classiques, mais ici, c'est une plante que l'on n'utilise plus beaucoup, et c'est dommage. Cette plante, on a été la chercher du côté de Grasse. Il y a 2 ou 3 ans, un équipage de Versailles est parti à Grasse ramener des plants de tubéreuse. La tubéreuse, c'est une plante qui aujourd'hui sert à faire des parfums. C'est une plante, quand elle fleurit, qui dégage une senteur inouïe. Si inouïe que sous Louis XV, on prétend que les dames de la cour se sentaient mal. Elles défaillaient devant tant de parfums dans les parterres. Eh bien, depuis 2 ans... Ça fleurit à quel moment, ça ? Alors, ça fleurit en été. Le parfum est vraiment à tomber à la renverse. Alors, il n'y a pas non plus d'évanouissement aujourd'hui, n'exagérons pas. Je pense que les dames de l'époque étaient un peu sensibles. Mais ça sent pas encore. Non, c'est la fleur. Et c'est vraiment étonnant. Donc, variété moderne, variété ancienne. Mais c'est ici que sont produits, élevés, entretenus toutes les plantes qui vont demain orner les parterres. C'est un travail colossal, tout ça. C'est en permanence, C'est un travail qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. L'occasion de rappeler qu'à Versailles, en automne et en hiver, on ne dort pas. On s'imagine qu'en hiver, il n'y a rien à faire. Eh bien si, toutes ces petites plantes que nous avons ici eh bien, ont été semées généralement au tout début de l'année. Il a donc fallu, dès janvier ou février, commencer à préparer les semis, rempoter, mettre de la terre dans les pots. Donc c'est un travail permanent. En automne, on ramasse dans le parc des tonnes de feuilles, bien évidemment. On plante toujours en hiver des milliers d'arbres. On va tailler au printemps des kilomètres d'allées, 43 kilomètres pour ceux qui aiment le chiffre. Juste un chiffre également sur Versailles. Versailles, c'est 850 hectares, c'est 18 500 arbres d'alignement, 350 000 arbres plantés en bosquet, 350 000 fleurs et 140 000 légumes qui sortent d'ici même. Et combien de jardiniers ? Alors, il y en a une centaine, mais il faut aussi rajouter une dizaine d'entreprises privées. On peut donc estimer que tous les jours, en moyenne à Versailles, 100 personnes travaillent à l'embellissement des jardins. Sans compter les fontaines. Alors, il faut rajouter les fontaines. Tiens, il faut rajouter pour te montrer le livre. Tiens. Voilà. C'est beau, hein ? Puis c'est gros, hein ? Avec une petite particularité, c'est qu'il a été prévu d'y mettre des bandes pour tester son sol. Ah, des bandes pH. Eh bien oui, tout simplement, parce qu'il faut toujours connaître la qualité du sol. Il suffit de le faire une fois dans la vie, au moins l'avantage. On vient d'acheter un jardin, on met les petites bandelettes pour connaître le pH, le taux d'acidité, et on sait ensuite quoi mettre dans le jardin. Le buste de Louis XIV, les monumentales tapisseries des Gobelins, des chefs-d'œuvre de menuiserie et d'ébénisterie, tels le fauteuil à la reine, ou encore le bureau plat du dauphin avec sa marqueterie d'amarante et son bois de violette orné de bronze, des huiles sur toile. Le temps d'une exposition, le visiteur s'invite à la cour du roi Soleil, une mise en scène qui permet au premier regard d'admirer l'excellence des métiers d'art au XVIIe et au XVIIIe siècle. La diversité de Versailles nous offre ces effets de surprise et ce que nous avons fait, c'est plutôt peu d'œuvres, mais toujours des chefs-d'œuvre. Et de façon à ce que même des personnes qui n'ont aucune culture en histoire de l'art soient saisies par la beauté immédiatement. Une exposition exceptionnelle car de nombreuses pièces sont des œuvres originales, telles la Thaune et ses enfants, ou encore Apollon servi par les nymphes et les chevaux du soleil. Ces magnifiques sculptures en marbre font partie des œuvres les plus célèbres de Versailles. Pour des raisons de conservation, elles sont mises à l'abri et remplacées dans les jardins du domaine par des copies. Pour la première fois, ces pièces authentiques sortent de l'ombre pour être mises en lumière au musée des Beaux-Arts d'Arras. C'est magnifique, d'une beauté extraordinaire. Impressionné par la qualité de la mise en scène, c'est vraiment spectaculaire. Ça intrigue parce qu'on n'a jamais été à Versailles, mais ça donne envie d'y aller. Le château de Versailles en 100 chefs-d'œuvre est un bel exemple de décentralisation culturelle avec une volonté affichée, celle de séduire tous les publics.
finalement, on a de Versailles l'idée du château, des bassins, des marches pour descendre, mais c'est toujours plat. Or, c'est pas plat du tout, là. Non, non, nous sommes dans un Je ne environnement. dirais pas qu'on se croirait dans le Cantal, mais presque. Nous sommes, oui, nous sommes très vallonnés. Il y a même des petites montagnes non loin d'ici. Nous irons d'ailleurs tout à l'heure. Et là, on est arrivé dans la partie basse, le hameau de la Reine, qui est le village qui a été voulu par Marie-Antoinette. Il a été construit à partir de 1783. Aujourd'hui, il y a des travaux de restauration. Mais on voit que cet endroit est à Qu'est-ce l'eau. qu'elle y faisait? Elle venait s'y promener, elle venait rencontrer ses amis, elle venait respirer le bon air. Oui, elle quittait le palais pour aller dans une petite ferme. Oui, un petit elle y hameau. vivait, oui, mais elle était quand même reine de France. Oui. Et elle avait édicté son propre règlement. À Versailles, tout le monde avait le droit de rentrer, tout le monde. Il suffisait pour ce faire d'être noble, donc d'avoir un chapeau et une épée. Des petits malins louaient devant la grille du château des chapeaux et des épées. Ici, on ne rentre que sur invitation personnelle de la reine. Donc c'est déjà une autre histoire. Et donc elle s'est créée un décor pour être bien. Et puis c'est la grande époque de ce besoin de liberté, y compris dans la nature. Rousseau a prôné le retour justement à une nature sauvage. Nous sommes ici donc dans un exemple parfait d'une caricature de jardin. Quand je dis une caricature, la reine n'a pas voulu un jardin qui ressemble à la nature, mais elle a voulu que le jardin représente la nature, non pas telle qu'elle est vraiment, mais telle qu'elle aurait aimé qu'elle soit. Alors tout a été prévu, un lac, des petits potagers, des vergers, il y a des champs, il y a des animaux. Un petit pont là-bas. Il y a même, tout. C'est un endroit de rêve, un endroit paisible, et c'est ici que Marie-Antoinette passera les jours les plus heureux de sa vie. Elle viendra souvent avec ses enfants qui apprécient cette tour, qui est la tour de la pêcherie. Mais en fait, les enfants, eux, se rappellent la chanson « Malbrook s'en va en guerre », et la tour de la pêcherie devient officiellement la tour de Malbrook. Je ne sais pas si on lui a fait peur ou si on l'a intéressé. Non, je crois qu'elle s'intéresse à tout. Bonjour. Bonjour, toi, viens me dire bonjour. Les animaux, ça fait partie du domaine d'Alain Baraton au jardin? Alors ici, c'est confié à une association de protection animalière, oui. Assistance aux animaux, ce qui veut dire que toutes ces petites bestioles ont souvent souffert dans leur jeunesse et ont été confisquées à des maîtres malheureusement peu fréquentables. C'est un refuge. C'est un refuge. Et tous ces animaux mourront de leur belle mort. Et je trouve ça très, très, très agréable. Donc je ne m'occupe pas des animaux, une association s'en occupe. Moi, mon domaine, c'est les animaux sauvages. Parce que je pense qu'un domaine comme Versailles a aussi aujourd'hui une vocation écologique. Nous sommes à 15-20 km de Paris, elle confirme d'ailleurs. Nous sommes proches de Paris, nous sommes dans un endroit où les villes ont totalement entouré le domaine. Et nous sommes devenus une sorte de havre de paix. C'est un lieu de reproduction pour les oiseaux, par exemple? C'est un lieu de reproduction. D'ailleurs, quand on est ici, on voit au loin qu'il y a eu une arrivée massive d'oies. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ce que nous avons appris, quand les oies ont des petits, et on voit les petits d'où nous sommes, eh bien d'autres adultes viennent pour monter la garde. Ce qui veut dire qu'ils se sont rendus compte que dans un endroit très fréquenté par les visiteurs, mais aussi le soir par les renards, les parents ne suffisent pas. Il y a donc une armée d'oies adultes qui viennent monter la garde. Il y a beaucoup de renards ici? Alors, il y a quelques renards, il y a des fouines, il y a des oiseaux de nuit. Nous avons quelques ragondins également, quelques vieux sangliers au fond du parc. Ah oui? Oui, oui, qui vivent paisiblement. Mais tout ça, c'est géré, enfin, sinon ce serait la pagaille. Non, justement. C'est la preuve que les animaux n'ont pas besoin de nous pour s'intégrer à l'environnement. Ils font l'environnement. Et je crois qu'on n'a pas du tout besoin de gérer les animaux sauvages. Il faut de temps en temps vérifier qu'il n'y a pas envahissement, mais généralement tout se fait très bien. Extrêmement bavard ce matin. Oui, tu es bavarde, toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais explique-toi, c'est l'occasion de dire ce qui ne va pas. Tu es le chef, là. Bon. Dis-lui, parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un souci? Il y a un problème? Bon, alors là-bas, on a la ferme. C'est la ferme de Marie-Antoinette? Alors, la ferme de Marie-Antoinette qui est légèrement à l'écart, parce que il ne faut pas non plus rêver. Marie-Antoinette, quand elle venait ici, elle jouait peut-être à la fermière, mais elle était quand même reine de France. Donc la ferme est un peu à l'écart. Et aujourd'hui, il y a dans cette ferme des poules, des cochons, des lapins, des ânes, des oies. On a l'impression d'être dans une sorte de bande dessinée. Hein. C'est un petit côté... On est dans un décor de théâtre, un décor qui a été fait pour faire plaisir à une femme qui avait besoin de s'évader. Sous Marie-Antoinette, le protocole du château est terrible. Elle ne le supporte pas. Elle a créé le monde idéal. On est dans le monde rêvé de Marie-Antoinette. Des ruches aussi? Alors des ruches, oui, des ruches, parce que c'était pour nous un indicateur de la qualité de l'air.
On s'est dit qu'en faisant du miel, on allait être capable de prouver que nos fleurs n'étaient pas traitées. Et ce qui m'a permis également de faire ce joli mot, je trouve, quand on a installé les reines, les ruches, j'ai dit que la reine, enfin, était de retour. Oh, magnifique, magnifique, Alain, magnifique. Je trouve. Il est content. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'un jardin, c'est un lieu de gaieté. Je trouve un peu sinistre qu'on parle toujours des lieux de culture avec sérieux. Non, non, un jardin comme celui-ci, c'est un jardin où il y a eu des atrocités, il y a eu du sang, il y a eu des larmes, mais il y a aussi eu des moments merveilleux. Et comment voulez-vous que l'on entretienne un domaine comme celui-ci si on n'a pas envie de le faire? Il faut donc de la gaieté, il faut du bonheur. Ce jardin, c'est un jardin qui est fait pour donner du plaisir. Je dis souvent que ma définition du beau jardin, c'est un lieu que l'on quitte à regret. Alors si vous quittez un jardin avec des souvenirs terribles dans la tête, vous ne le quittez pas à regret. Mais quand vous quittez Trianon, quand vous avez en tête le mugissement de la vache, les odeurs que nous avons senties au passage des seringas ou des lilas, quand on voit la faune, la flore, quand on voit... Même le temps n'est pas désagréable, pourtant j'ai connu des journées oui, un peu... mais on est bien. On est bien, c'est ça un jardin, donc il faut rester gai. Croyez-vous vraiment que les botanistes n'étaient pas des personnes gaies? Juste un exemple pour vous en convaincre. Linné, quand il baptise l'orchidée, pourquoi appelle-t-il la plante orchidée? Il a constaté que l'orchidée produit sur les racines des boursouflures en forme d'olive. Il ne se démonte pas, l'homme est plein d'humour. Orchidée vient donc du grec orchis, qui signifie testicule. Alors si M. Linné a su faire preuve d'humour, permettez-moi d'en faire de temps en temps. Une chose en Oh, mais voilà. Ça, c'est la grotte de Marie-Antoinette. Alain va nous dire ce qu'elle faisait dedans, mais bon. Attention à la tête. Attention à la tête. Bon, admettons Marie-Antoinette. Oui, admettons. Moi, Hypothèse. Hypothèse. Moi, je serais qui alors? Elle venait seule? Elle venait seule? Peut-être Fersen. Ah, Vous croyez que... Ce bel officier suédois avec qui elle aurait, paraît-il, entretenu une relation amoureuse. Rumeur. Elle venait ici, c'est pas très... Alors, c'est la grotte de Marie-Antoinette. Du temps de la romantique. reine, oui, si, ça l'était davantage, parce que déjà à l'époque, la pierre sur laquelle nous sommes assis était recouverte d'un tissu de mousseline. D'où le nom d'ailleurs, on appelait le lieu la petite maison de mousse. Donc c'est déjà beaucoup plus poétique. Mais il n'y avait pas l'halogène. Il n'y avait pas l'halogène, c'est sûr, mais il y avait les flambeaux. Ce qui pouvait donner une touche c'est encore beaucoup plus joli, oui. Tout à fait. Il y a un petit trou là, derrière la caméra, là, c'est pour voir qui arrivait. Qui permet éventuellement à un guetteur de voir qui approche. Et si on est, par exemple, donc je suis Marie-Antoinette, Oui. vous êtes Fersen, admettons. Encore une hypothèse. Hypothèse. Et admettons qu'on voit apparaître Louis XVI. Immédiatement, vous empruntez le petit escalier intérieur, vous sortez par la partie haute de la grotte, sachant que quand on rentre dans la grotte, on ne voit jamais ceux qui peuvent en sortir, de par la configuration des lieux et l'épais buisson qui a été planté. Donc cette grotte était le lieu d'un rendez-vous plutôt galant. Ça aurait pu l'être. Alors on a prévu également une deuxième petite grotte d'où s'échappe de l'eau. Donc il y a déjà le bruit du clapotis qui peut couvrir les murmures, voire les soupirs. Une porte en métal qui permet d'empêcher les intrus de rentrer brutalement. Alors, je ne sais si Marie-Antoinette ici a eu des relations, j'allais dire, sentimentales. Je ne peux pas le garantir. Ce que je sais, c'est que lorsque Napoléon s'installe à Trianon et que sa sœur Pauline habite au Petit Trianon, oui, Pauline connaît la grotte et elle vient, paraît-il, assez fréquemment rencontrer quelques grognards. Et là, évidemment, personne ne vient. Personne ne vient. C'est le patron qui a la clé. Oui, personne ne vient parce que, alors, dans la grotte, on ne peut pas y venir et on a du mal à la découvrir parce que elle a été mise dans un endroit extrêmement vallonné. Les allées qui viennent jusqu'ici sont serpentes. Donc, en fait, on ne la voit qu'au dernier moment. Et encore, quand on arrive, on est complètement bloqué par la grille.
le petit accès qui permet de voir le trou dans le mur n'est pas accessible de l'autre côté parce qu'il y a un petit cours d'eau, donc on ne peut pas voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Non, l'endroit a été... Et bien sûr, ce n'est pas une grotte naturelle, ça a été construit en... On fait simple. Dès qu'on arrive à Versailles, tout ce que l'on voit, sans exception, a été fabriqué par l'homme. Avant, c'était quoi? Avant, c'était des marécages. C'était des terres qui étaient inhospitalières, où la fièvre régnait. Versailles était un petit village, célèbre pour son marché aux bœufs tous les mercredis. Et c'était surtout l'une des régions les plus redoutées de France, parce que c'était l'étape obligatoire des commerçants bretons et normands qui allaient et venaient à Paris. S'ils venaient à Paris, c'était pour acheter, ils avaient donc de l'argent. S'ils repartaient de Paris, ils n'avaient plus d'argent, mais ils avaient des biens. Et tous les alentours étaient fréquentés par des brigands qui détroussaient. Il n'était pas bon de s'égarer dans les bois la nuit à Versailles, au XVIIe et au XVIe. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus chic. La banlieue ouest n'est pas, on va dire, vraiment défavorisée. Alors ce bâtiment est le pavillon français, c'est un bâtiment très élégant, on voit qu'il a été conçu avec soin. C'est un lieu que Louis XV apprécie lorsqu'il vient dans les jardins parler avec les scientifiques qui sont tous les jours nombreux, et il aime bien de temps en temps pouvoir s'isoler. C'est son cabanon. En quelque sorte, c'est sa cabane de jardin. Aujourd'hui dans un jardin, on a tous un barbecue. Donc ça c'est déjà le barbecue il peut très bien avoir envie d'une petite grillade. Hein. Alors il avait pris soin, s'il avait une petite faim, de se ménager un petit... mais c'est un barbecue, oui. C'est un barbecue de grande dimension. C'est l'endroit où l'on va cuire quelques viandes. Là, je crois qu'on peut carrément mettre le bœuf intégralement. Oui. Mais donc il a pris soin effectivement de se créer de quoi passer un moment très agréable. Mais là c'est la petite partie, j'allais dire la cuisine. Mais il est vrai que quand on voit le bâtiment de l'extérieur, il est de belle facture, mais on ne se doute pas de la beauté intérieure. C'est ce que je vous invite à découvrir. On y va? On y va. Donc l'entrée se fait derrière? L'entrée, c'est de l'autre côté. Il y a une entrée officielle et une entrée secondaire. Ça, c'est l'entrée secondaire? Alors, c'est l'entrée secondaire. Il y a une autre entrée de l'autre côté qui est réservée au roi. Faisons preuve aujourd'hui de modestie. Soyons modestes. N'exagérons pas. L'endroit est vraiment bluffant. Ah. Je passe. Voilà. Ah oui. Pour une cabane de jardin, c'est pas mal. Hein. Je connais beaucoup d'amis qui ont des cabanes de jardin. Le lustre ne tiendrait pas. Donc c'est un bâtiment vraiment superbe. Louis XV, et je le dis sans jeu de mots, collectionnait les poules. Il avait donc autour du lieu des poulaillers avec quantité de gallinacés. Il y avait aussi des oies. En un mot, tout ce qui représentait la ferme. On voit la frise qui est entourée des animaux de la basse-cour. Le roi Louis XV, lui, n'entrait pas comme nous, car nous ne sommes que des gueux, bien entendu. Évidemment. Lui avait son entrée principale, bien évidemment. Mais ce qui est assez amusant, c'est la configuration du lieu. On a vu qu'il y avait, derrière la cheminée, par l'extérieur, une sorte de barbecue géant. Nous sommes rentrés côté, j'allais dire, intendance. Oui. Le roi rentre ici. Mais admettons que le roi soit en galante compagnie. Admettons, que fait-il? Il ordonne que l'on ferme les volets immédiatement, on tire les rideaux, il demande à tout le monde de sortir et il invite la dame, forcément de qualité, à le suivre pour poursuivre la conversation dans son petit boudoir, confortable. Ah oui. Échauffé. Il y a la cheminée et le roi ainsi peut, en toute tranquillité, converser. Alors il peut y avoir des discussions sérieuses avec des ministres, avec des espions, avec des ambassadeurs, mais il peut, de temps en temps, on connaît les goûts de Louis XV, de temps en temps, eh bien, compter fleurette, belle expression que j'aime énormément, à une jolie dame de, comment dire, une jolie jeune femme. Et c'était aménagé, enfin, il y avait quelques meubles. Oui, il venait souvent, donc tout était prêt à le recevoir. L'endroit est très agréable, la vue donne directement sur le jardin.
C'est un bâtiment qui n'a pratiquement pas souffert du temps, ni même de la Révolution. Il a été restauré depuis, mais tout en gardant les boiseries d'origine. C'est-à-dire qu'il a été rafraîchi. Ici, rien n'est artificiel. Tout est d'époque ou presque. Les lanternes, elles, ont été refaites. Mais on voit le goût du roi, la qualité et surtout le souci du moindre détail. Donc c'est un endroit très agréable. Et alors ce que l'on ne sait pas du tout, mais pas du tout, c'est que Marie-Antoinette aimait aussi cet endroit. Et Marie-Antoinette aimait jouer à la marchande. Quantité des gamines d'aujourd'hui, mais surtout d'hier, je me rappelle mes sœurs qui avaient des dînettes et elles jouaient à la marchande. Et bien Marie-Antoinette, elle aussi, aimait jouer à la marchande. Elle faisait venir des marchands parisiens qui mettaient leurs étals tout autour de ce bâtiment. La reine, elle, se gardait ce bâtiment pour devenir limonadière et elle jouait l'espace d'une journée à la petite marchande. Et ça, c'est authentique? Ça, c'est bien sûr que c'est vraiment authentique. Ça pourrait nous sembler puéril, mais c'était l'époque où l'on jouait à Colin-Maillard, où on poussait l'escarpolette. C'était Aujourd'hui, c'est pas plus intelligent d'ailleurs de pianoter pour des jeux vidéo. À l'époque, c'était peut-être un petit peu, comment dire, puéril, enfantin, mais il y avait, je trouve qu'il y avait quand même une fraîcheur. Oui, il y avait de la poésie, je trouve. Oui. Voilà, Alain, c'est un jardin, un beau jardin, c'est un jardin qu'on quitte à regret. Hein. Que l'on quitte à regret. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et juste un point de vue, c'est le point de vue qu'avait Louis XIV quand il rentrait de la chasse. Il s'arrêtait avec son équipage, regardait et contemplait. Et c'est vrai que c'est le point de vue qu'on a d'habitude dans l'autre sens, mais rarement dans celui-ci. Merci beaucoup Alain de nous avoir accueillis à Versailles, surtout de nous avoir fait découvrir un Versailles, je ne peux pas dire insolite, mais un Versailles qu'on n'a pas l'habitude de voir évidemment, qu'on ne peut pas voir souvent, parce que vous aviez le pass pour nous ouvrir beaucoup de portes, beaucoup de grilles. Et j'entends le garder. Merci beaucoup, c'était Terre de France, un Versailles comme vous ne le verrez certainement jamais ailleurs que sur Terre de France. Merci Alain. Merci.